Bonjour à tous, ravi de débuter cet après-midi avec vous. Je vais me présenter tout d'abord. Je m'appelle Aurélie Planex, je suis journaliste depuis une vingtaine d'années. Je suis passée notamment par la rédaction de BFM Business, BFM TV, avant de diriger la rédaction de Bismart, une chaîne économique. Et aujourd'hui, eh bien, je travaille comme consultante pour un projet qui va être sur les rails au printemps prochain, qui s'appelle Mieux. C'est la future chaîne d'information 100% santé et bien-être, qui est portée notamment par le docteur Michel Simès, et c'est à ce titre que je suis ravie de vous accompagner pour ce débat autour des limites de la médecine. Je vous propose d'ailleurs d'accueillir tout de suite nos invités. D'abord Laurent Lantieri, chef du service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique de l'hôpital européen Georges Pompidou. À ses côtés, le professeur Arnold Munich, pédiatre généticien, cofondateur de l'Institut Imagine. Et également avec nous, Israël Nissand, qui est chef du service gynécologie des hôpitaux de Strasbourg, président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Vous pouvez les applaudir évidemment tous les trois. D'abord, je vais donner un petit peu des éléments de vos parcours respectifs pour que chacun puisse bien comprendre quelles sont vos spécialités. Professeur Laurent Lantieri, vous êtes spécialisé dans la chirurgie reconstructrice complexe. Vous avez réalisé la première greffe totale du visage au monde et vous avez publié « Chaque visage a une histoire ». C'était aux éditions Flammarion en 2012. Professeur Arnold Munich, vous êtes auteur et co-auteur de plus de 700 publications scientifiques. Vous consacrez vos recherches à l'identification des gènes responsables de handicaps neurologiques, métaboliques et malformatifs de l'enfant. Et professeur Israël Nissand, vous êtes le fondateur du Forum européen de bioéthique qui confronte de multiples experts sur les enjeux contemporains de la bioéthique et les questionnements sociétaux. Vous êtes également l'auteur de Parler sexe, comment informer nos ados, paru cette année aux éditions Grasset. Alors vous connaissez le principe tous les trois, on va discuter d'abord un petit peu ensemble et puis ensuite je passerai la parole au panel qui est assis juste devant. Ce sont des étudiants qui ont beaucoup travaillé, qui sont très impatients de discuter avec vous. Et puis bien sûr, la salle aura aussi l'occasion de poser ces questions. L'intitulé de ce débat, c'est « Quelles limites peut-on poser à la médecine ?» On va y venir dans un instant, mais j'aimerais bien qu'on resitue ce débat dans finalement la thématique globale de la Cité de la Réussite 2024, à savoir la confiance. Je voudrais avoir votre avis à tous les trois. Est-ce que finalement les limites sont un prérequis pour que nous puissions tous avoir confiance dans la médecine? Professeur Lantieri. C'est à moi de démarrer cette difficile question. Je ne suis pas sûr qu'on puisse fixer des limites à la médecine en tant que telle. Dans le but de la médecine, c'est quand même de soigner des pathologies, les prévenir ou autres, que ce soit une prévention. Les limites, ce sont les limites, d'abord les limites éthiques. C'est les limites que l'on doit à chaque individu dans sa personnalité. Et c'est surtout ça. C'est l'aspect humain qui ne pas nous limite, mais qui doit nous faire réfléchir à ce que l'on fait pour chaque patient. Je pense que cet aspect-là, sinon la médecine, je dirais, elle n'a pas de limite. Aujourd'hui, oui, on a fait des greffes de visage. Hier, je faisais une présentation à un congrès et puis il y avait, je préparais mes slides et puis c'est fantastique ce qu'on fait aujourd'hui. Je dis mais attendez, ça fait 17 ans, la première je l'ai faite il y a 17 ans, donc c'est pas nouveau. Il y a d'autres choses, il y a la thérapie génique. Aujourd'hui, il y a la CRISPR-technologie où on change des tas de choses. Je ne pense pas qu'il y ait de limite. La seule chose, c'est vraiment ce qui est important pour moi, à mon sens, c'est toutes les limites éthiques, les barrières que l'on met pour ne pas faire n'importe quoi et à n'importe quel prix. Professeur Munich. Oui,
Je pense qu'il faut faire vraiment une démarcation nette entre la médecine de soins et la recherche médicale. Thierry l'a dit. Les soins sont évidemment encadrés par des règles extrêmement strictes. On ne peut pas faire n'importe quoi chez des patients, chez des enfants, des adultes. Il faut avoir vérifié, validé les innovations. Donc oui, il y a des limites à la médecine telle qu'on l'applique à nos patients. En revanche, il n'y a pas de limite à la recherche médicale. Il faut faire une belle différence. La recherche médicale, bien, c'est comme disait Freud, nous avons tous une pulsion épistémophilique, une passion de comprendre, de surmonter l'inconnu, et par conséquent, il n'y a pas de limite à opposer à la capacité d'innovation des médecins et des chercheurs. Mais même les recherches qui sont faites pour valider les hypothèses sont soumises elles-mêmes à des règles. Les essais cliniques sont encadrés, mais non, la recherche médicale est encadrée. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quel essai. Tout cela est strictement encadré par tout un dispositif dont on pourra parler. Et je dirais même, je m'arrêterai là, que même les expériences au laboratoire sur des souris sont encadrées. On ne peut pas faire n'importe quoi, y compris à des animaux. Là, les temps ont changé, parce que quand je faisais ma thèse de sciences, il n'était pas question de faire des projets validés par un comité d'éthique pour faire des expériences avec des souris. Tout a changé, évidemment dans la recherche médicale appliquée à l'homme, et même dans la recherche expérimentale chez les animaux. Donc une belle limite entre la recherche qui doit pas avoir de limite sous réserve de l'application de certaines règles, et les applications médicales qui, elles, sont strictement encadrées. Professeur Nissan. Je m'aligne complètement sur ce qui vient d'être dit. Il y a peu de médecins qui arrivent à se mettre d'accord entre eux, mais il y a une phrase qui les a mis d'accord depuis 2500 ans, c'est primum non nocere. C'est-à-dire que c'est Hippocrate qui nous a donné une espèce de fil de conduite. D'abord, ne pas nuire. Et je pense que tous les médecins sont d'accord avec ce postulat éthique, c'est de dire, est-ce que le geste, l'acte, le médicament que je vais donner, est-ce qu'il a dans la balance bénéfice-risque, est-ce que le patient a des avantages nets par rapport au risque? Mais sur la recherche, oui, on ne peut pas limiter la curiosité humaine, mais non, on ne peut pas faire n'importe quelle recherche. Et Arnold l'a dit à l'instant, je vais prendre un exemple très simple, je crois qu'il faut qu'on se limite. Est-ce qu'une recherche sur le fait de faire un enfant issu de 2 femmes, parthénogenèse, est-ce que ça a du sens? Est-ce que si j'étais gouverneur de recherche, est-ce que j'accepterais un projet de recherche pour réaliser la parthénogenèse? Je pense que j'aurais une certaine forme de réticence. Et donc je crois que même en matière de recherche, où on est dans la curiosité humaine, il faut qu'on soit capable de limiter notre recherche pour qu'elle ait un sens. Oui, mais alors la question, c'est qui est-ce qui fixe ces limites? Est-ce que ça relève juste de l'éthique propre de chacun des médecins, ou comment est-ce que ça fonctionne? Alors pour la partie clinique, c'est très simple. Ce sont des recommandations pour la pratique clinique. En tant que directeur médical dans un hôpital, je demande souvent à des médecins qui innovent quelles sont les recommandations qui te permettent de faire ce geste-là. Et donc les recommandations par la pratique clinique sont publiées par les sociétés savantes, et c'est un excellent guide et un excellent garde-fou, si j'ose dire. Pour la recherche, je pense que c'est le collectif qui donne la réponse. Il y a très peu de chercheurs qui soumettent un projet de recherche sans avoir testé ce projet au sein de comités d'éthique. Professeur Munich. Oui, je vais préciser encore ce qu'a très bien dit Nizan. Pour monter un essai clinique, qu'il s'agisse de traitement médicamenteux ou de thérapie génique, il faut avoir un promoteur. Un promoteur, c'est une institution qui assume la responsabilité légale de pratiquer l'essai. Donc, un promoteur, l'INSERM, le CNRS, l'université, un promoteur accepte de porter un projet. Et il faut qu'au préalable, le projet ait été
accepté par un comité de protection des personnes, ce qu'on appelle un CPP. Donc la chaîne décisionnelle comporte l'élaboration d'un projet, son évaluation par le promoteur, l'INSERM, le CNRS, après que le comité de protection des personnes ait donné son accord. Et si on s'aventure à lancer un essai clinique sans avoir l'accord du CPP ou sans promoteur, on est passible de la loi. Ça, c'est pour les essais chez l'homme. Chez l'animal, c'est seulement un organisme de recherche qui décide si l'essai est pertinent ou non. Mais finalement, on a vu une translation de l'esprit de la loi de la recherche médicale vers la recherche animale, et ça, c'est quelque chose de très récent. Donc, les essais cliniques chez l'animal comme chez l'homme sont soumis à des autorités qui disent oui ou non. C'est même d'ailleurs parfois plus difficile d'avoir une approbation d'un comité d'éthique animale. Il faut quand même voir que l'éthique moderne de la recherche médicale, qui nous permet quand même de faire des choses extraordinaires, sont basées sont arrivées après la Deuxième Guerre mondiale, après les horreurs de ce qui s'est passé dans les camps de la mort, où il y a eu des patients, des hommes et des femmes qui ont été soumis à des recherches sans leur consentement. Et ces recherches n'étaient pas forcément pas valables au point de vue scientifique. Si vous prenez quelqu'un et que vous le mettez dans l'eau froide à 4 degrés, et que vous regardez au bout de combien de temps il va mourir, scientifiquement, c'est parfaitement valable. Mais d'un point de vue éthique, ça ne l'est pas du tout. Et c'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu déclaration d'Helsinki, un certain nombre de points qui ont permis d'avoir l'éthique moderne de la recherche, qui fait que le patient n'est plus l'objet de la recherche, mais il est le sujet de la recherche. Je veux participer à cette recherche. Et ça, c'est très important comme notion lorsqu'on va faire cette recherche. Alors, dans les essais cliniques, vous avez les essais médicamenteux, on vous parle des grands essais, on a vécu les périodes Covid où il y a eu des essais randomisés importants et il y a des niveaux de preuves qui sont établis en fonction de ce que l'on veut établir. Le niveau de preuve maximal est celui d'un essai randomisé, double aveugle, vous prenez une population A, une population B, vous comparez deux médicaments. Parfois, il n'est pas possible. Il n'est pas possible de faire ce niveau de preuve, en particulier lorsque vous faites des essais, des recherches en chirurgie. Et tout le programme de greffe que j'avais conduit était un programme de recherche. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une question qui était, bon, on peut le faire techniquement, mais est-ce que le risque-bénéfice de le faire est valable ou pas ? Ça, on ne le savait pas. Et donc, ça a été soumis à un programme de recherche, à un programme hospitalier de recherche clinique qui a été financé et qui n'était pas du tout basé sur un essai randomisé, parce qu'on ne peut pas faire un essai randomisé, mais des essais progressifs, je dirais plus comme le programme Apollo, c'est-à-dire on va faire le premier, on regarde ce que l'on donne, les données qu'on a, et on va le suivre. Et chaque patient étant conscient qu'il faisait partie de ce programme de recherche et qu'il nous apportait aussi des connaissances par rapport à ça. Alors les essais cliniques, on vous en parle, on dit que c'est des choses, pour ceux qui font des bases scientifiques, des bases médecine, les essais randomisés double aveugle, mais il y a quand même des bases, il y a quand même des choses qui sont un peu importantes. Il y avait eu parfois le bon sens c'est quand même un peu important. Il y avait un très bel article dans le British Medical Journal il y a quelques années sur l'intérêt du parachute. Le parallèle du parachute qu'on faisait juger auprès de l'evidence-based medicine, en disant qu'il y a des gens qui ont sauté en parachute d'avion et qui sont morts, et des gens qui ont sauté d'avion sans parachute et qui ne sont pas morts. Il n'y a jamais eu d'essai randomisé double aveugle, et donc ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser le parachute. Donc il y a parfois des choses qui sont règles, mais plus intéressant, c'est que l'année suivante, ils ont fait l'essai. Ils ont fait l'essai de l'avion, où les gens ont sauté d'avion et ils ont vraiment commencé, il n'y avait pas de différence. En fait, pour des raisons éthiques, en fait, ils n'ont pas fait décoller l'avion, donc ils n'ont pas vu la différence entre les deux. Tout ça pour dire que ce n'est pas parce que vous avez quelque chose, ça il faut faire attention, ce n'est pas parce que vous avez parfois dans des grandes revues, des grandes séries, des grandes méta-analyses avec des grandes choses, que c'est vraiment ça qui domine. Et moi qui suis chirurgien, parfois c'est les petites séries, c'est les petits événements qui apportent beaucoup. Mais tout ça doit être malgré tout marqué par des programmes de recherche et un problème où le patient n'est pas l'objet de la recherche, mais bien le sujet de la recherche. Moi, j'aime bien partir de faits d'actualité quand je prépare un débat. Et donc, dans ces dernières semaines, ce qui a attiré mon attention, c'est cette start-up américaine, Heliospec Genomics, qui propose à ses clients d'effectuer des tests génétiques sur des embryons pour sélectionner ceux qui sont susceptibles de développer un plus haut quotient intellectuel ou d'éviter certaines maladies. Est-ce que c'est parce que c'est techniquement faisable qu'il faut le faire, Arnold Munich ? Je ne suis pas au courant de ce projet, mais il est délirant. Parce qu'il n'y a pas un gène de l'intelligence. On a 30 000 gènes, la moitié de ces gènes sont exprimés dans le cerveau,
c'est extrêmement difficile de dénombrer et d'identifier tous les gènes qui sont impliqués dans ce qu'on appelle l'intelligence. Et si on prend le problème à l'inverse, de vue de ma fenêtre, c'est-à-dire que les gènes qui sont responsables de la déficience intellectuelle, il y en a pour le moment 800. Donc vous voyez bien la complexité extrême. Donc comment aller tester 800 gènes sur un embryon? C'est impossible. Nizan vous dira tout à l'heure que ce qu'on peut faire en prévention préimplantatoire, c'est tester un gène pour s'assurer qu'un embryon est indemne. On ne peut pas aller plus loin. Donc c'est encore une imposture de la part de certaines startups qui veulent peut-être faire gonfler leurs investissements, mais ça ne repose sur rien. On ne connaît pas davantage le gène de l'intelligence que celui de n'importe quel trait commun. Donc je trouve que c'est une escroquerie. Et il y a pas mal d'avions renifleurs dans les startups qui tournent autour de nous aujourd'hui. Professeur Nissan, puisque vous étiez interpellé. Oui, ça résonne avec le titre de la table ronde. S'il y a un domaine en médecine où il faut limiter l'action de la médecine, c'est bien en médecine fœtale. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis toute ma carrière, j'ai fait de l'échographie. Alors, les premiers échographes, je ne vous dis pas le nuage de points et l'espèce de brouillard sur lequel on essayait de porter un diagnostic. Mais ça a fait des progrès incroyables au point de nous donner des images 3D du portrait du fœtus qui est réel. Quand on atteint ce niveau de sophistication, on peut se poser des questions sur est-ce qu'il faut aller plus loin. Et je vais vous dire pourquoi je réponds non à cette question. Dans notre centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, on a sur 600 ou 700 dossiers de malformations que nous analysons dans l'année pour savoir si elles sont graves et incurables. 3 par an qui sont des demandes d'interruption médicale de grossesse tardive, au-delà du 6e mois, pour un doigt qui manque. Le couple parental est complètement détruit par l'annonce d'un doigt qui manque. Il est détruit parce qu'ils ont vu ça, mais ça peut... Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Et on ne veut pas prendre le risque. Déjà faire un enfant en bonne santé, c'est déjà difficile, mais si en plus il a un handicap, c'est catastrophique. Bien entendu, la loi française, heureusement, ne nous autorise pas à accéder à leurs demandes. Mais comme on est de plus en plus précis dans la vision de ce qu'on est capable de voir, les osselets de l'audition à l'intérieur de l'oreille, on a désormais une précision dans l'analyse diagnostique. Les diagnosticiens ont peur qu'on leur reproche de ne pas avoir vu une anomalie, donc ils sont exhaustifs, et plus ils sont exhaustifs, plus les parents croquent aux fruits de l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire que savoir que l'enfant qu'on porte dans son ventre a une anomalie fût-elle minime, c'est insupportable, intolérable, et ça va se faire de plus en plus. Je suis pour dire stop à l'évolution diagnostic prénatal en limitant le diagnostic, c'est-à-dire la pratique clinique du diagnostic, non pas aux performances des machines, qui elles vont continuer d'augmenter, mais à des règles éthiques qu'on se fixe collectivement. Par exemple, ne pas regarder les doigts. Et on le dit avant l'examen, les doigts, ça ne fait pas partie de l'examen physique d'un fœtus, parce que s'il manque un doigt, eh bien on n'a pas le droit de ne pas le dire. Et si on le dit, la grossesse est altérée psychiquement pour les 2 parents. Professeur Lantieri. Je vais peut-être répondre parce que si on ne regarde pas les mains, si on ne regarde pas les doigts, on va avoir des malformations qui sont importantes. Entre un doigt en moins et 2 mains en moins, il y a quand même des différences. Et puis il y a des syndromes comme le syndrome de Crouzon où il y a des anomalies des mains. Je me souviens, il y a très longtemps, j'étais à peine jeune chef de clinique où j'avais une famille qui était venue. En fait, le diagnostic n'avait pas été fait. Dans le syndrome, en fait, toutes les os de la main sont tous fusionnés. Et l'échographiste, à l'époque, c'était il y a longtemps, il avait dit « Ah, il est très mignon, il a des petits poings serrés ». Alors, oui, c'est vrai, je pense qu'il faut être extrêmement prudent.
Un autre domaine, moi je m'occupe d'une maladie génétique, mais surtout sur les adultes, c'est la neurofibromatose. La neurofibromatose, c'est la deuxième ou troisième maladie génétique en France, c'est une maladie autosomique dominante, dont la moitié des cas sont des cas sur mutation spontanée, donc déjà, on pourrait détecter. Et puis, les formes d'expression sont très variables. Sont tellement variables qu'il y a quelques mois, j'opère un jeune homme qui avait un neurofibrome, une malformation, une tumeur qui s'est développée sur une jambe. Et puis je descends la cafette et je le vois marcher. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Son frère jumeau, le vrai jumeau, c'est le généticien va peut-être pouvoir m'expliquer, mais le vrai jumeau, parfaitement la même chose, parfaitement élevé de la même manière, avec les mêmes parents, avait une forme d'expression totalement différente. Donc il faut être extrêmement prudent sur ce que l'on voit. De même, quand on dit on va avoir des anomalies génétiques, il y a des maladies génétiques, il y a des vraies maladies génétiques, la mucoviscidose, c'est une vraie pathologie, mais aujourd'hui, la mucoviscidose, depuis qu'on a de nouveaux médicaments, les listes d'attente pour les greffes pulmonaires ont fondu comme ça. Et puis, il y a des gènes qui sont des gènes promoteurs de cancer. Si vous avez une femme sur 10 aujourd'hui qui a un cancer du sein, il y en a un certain nombre qui ont le gène BRCA1, BRCA2. Si chaque fois qu'on va tester chez le nourrisson, savoir si un BRCA1, BRCA2, je ne veux pas que mon enfant ait un cancer, donc je veux que vous l'éliminiez, on ne va pas vraiment s'en sortir. Ce d'autant qu'on ne sait pas si tous ces gènes-là ne sont pas importants globalement sur le patrimoine génétique globalement de l'humanité, et si le fait d'en supprimer un certain nombre, et Arnold Munich pourra peut-être donner les précisions, ne sont pas délétères sur l'ensemble de l'évolution de l'humanité. Vous vouliez réagir, docteur Munich? Non, je souris parce que tout à l'heure, Nizan parlait de l'arbre de la connaissance. Et si on regarde dans le texte de la Genèse, c'est, dans la traduction latine ou grecque, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais en fait, c'est une erreur de traduction, car ce qui est écrit, c'est l'arbre de la connaissance bonne et mauvaise à la fois. Il y a quand même une différence, et vous venez d'en donner tous les deux une illustration brillante. Donc, la connaissance, il n'y a pas la connaissance, le vrai, je viens de le dire, et ce qui n'est pas vrai. Il y a une connaissance qui peut apporter autant de bien que de mal. Donc, toute la sagesse humaine, elle est justement, et des professionnels, dans le fait de peser attentivement ce qu'on peut dire aux gens, en leur laissant naturellement le choix de la décision. C'est eux qui ont le dernier mot. Hein. On le redira plusieurs fois, ce n'est pas nous les professionnels, mais ce sont les parents qui décident d'accepter ou de refuser ce qui leur est proposé. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'avoir une pression grandissante de la part de la société sur certains sujets sensibles comme la GPA, la PMA ou encore la fin de vie par exemple, professeur Nissan? J'ai envie de vous mêler à la difficulté de la décision. Il n'y a pas si longtemps, dans mon hôpital, il y a une femme qui, au 7e mois de grossesse, est renversée par une voiture et se retrouve en état de mort cérébrale. On la réanime, mais on sait que son cerveau est détruit. Elle est au 7e mois de grossesse et le fœtus va très bien. Le mari et les parents de cette femme nous demandent de la débrancher. Je ne fais pas un sondage parce qu'on a passé des heures ensemble à savoir si on disait oui à la demande parentale, ce qui est notre gold étalon, c'est de suivre ce que demandent les gens. Les gens peuvent tout demander, les médecins ne peuvent pas tout accepter. Et donc, il y a une sacrée... C'est les progrès de la médecine qui permettent de maintenir en vie une femme qui a une destruction cérébrale. Et parmi nous, il n'y avait personne qui était capable d'aller débrancher cette femme. Parce que la débrancher, ça voulait dire tuer son fœtus en même temps qu'il, lui, avait un cerveau parfaitement normal. Je vous fais le résumé, on n'a pas débranché cette femme. On a fait une césarienne un mois plus tard. Finalement, le mari, qui demandait instamment, avec force, avocat, de débrancher, nous a remerciés de ne pas l'avoir écouté. Donc, je pense que les problèmes éthiques qui sont devant nous avec les progrès de la médecine ne vont pas pouvoir se résoudre facilement en disant
c'est les gens qui décident. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça et qu'on se trouve de plus en plus confronté à une patientèle qui dit « mais enfin, vous êtes obligé de m'écouter ». Et on a gardé un tout petit peu de protection des patients au fond de la poche avec un mouchoir dessus. Oui, on est resté un tout petit peu dans la protection des patients et pas dans le contrat issu des droits de l'homme, du contrat entre des égaux. On n'est pas que là-dedans. Professeur Lantieri. Je suis parfaitement d'accord. Moi qui suis chirurgien, où j'ai des demandes à bras de cas d'abrantesque, puisque je fais de la chirurgie plastique constructrice, mais je fais aussi de la chirurgie esthétique et toute forme de chirurgie. Il faut savoir, bien évidemment, refuser. Évidemment, le primum non nocere est quelque chose d'important. Mais on est effectivement aujourd'hui dans un monde où le paraître est important, où les gens demandent un peu tout et n'importe quoi, et c'est difficile. Par contre, pour revenir sur cette question poser les questions de fin de vie, les demandes, etc. D'abord, il y a un point qui est important, je pense qu'il faut que tout le monde le sache, il y a une chose qu'on appelle les directives anticipées. Parlez à votre famille de vos directives anticipées. Qu'est-ce que vous voulez s'il arrive quelque chose, un malheur? Et c'est maintenant qu'il faut en parler, et pas au moment où ça va arriver. Hein. Vous en parlez, alors c'est pas toujours très gai, vous en parlez de ça au repas de Noël, mais vous pouvez en parler en disant, là j'ai une patiente que je dois opérer, là j'ai eu l'exemple la semaine dernière, je dois opérer, elle a eu un cancer, il faut que je refasse sa mandibule, c'est compliqué, etc. Elle m'a dit, mais moi c'est très clair, je dis à mes parents, s'il arrive quoi que ce soit, si je dois être hémiplégique parce qu'il y a un risque, la carotide, etc., vous me laissez partir. J'ai dit, ben, c'est très bien, ça c'est une directive anticipée, c'est très clair. D'autres diront, faites tout parce que je veux survivre. Ça c'est très important de le signaler. Même chose pour le don d'organes. Vous savez qu'en France, le don d'organes est un don supposé. A priori, vous êtes donneur. Mais c'est mieux quand on le sait et quand vous en avez parlé à votre famille. Si vous êtes opposé, vous avez un registre des refus, vous pouvez refuser. Si vous en avez parlé, c'est important. C'est d'autant plus important que les organes internes que l'on prélève, le foie, le cœur, etc., vous n'en avez pas conscience et votre famille n'en a pas conscience. Mais moi qui fais des greffes de main et des greffes de visage, la famille en a conscience après, donc on fait tout ce qu'il faut pour restaurer le corps. Et généralement, on ne s'adresse qu'à des familles qui ont déjà, ou il y a déjà eu pour le don, hein, c'est pas moi qui y vais, parce que là, en France, c'est très séparé entre ceux qui s'occupent du don et ceux qui s'occupent de la greffe. C'est très important. C'est généralement des familles qui sont extrêmement volontaires et qui nous disent d'emblée, et qui disent d'emblée, il était pour le don, c'est un état de mort cérébrale, hein, parce qu'un état de mort cérébrale, c'est la mort. Hein, c'est pas, même si les organes vivent, on débranche, mais en fait, le patient est mort. C'est très important. C'était important pour lui les dons d'organes. Vous pouvez prélever. Et c'est à ce moment-là, pour ce type-là, où on peut demander des dons un peu plus importants, comme les mains, les faces, les cornets, qui sont des choses qui marquent un peu plus les familles, qui sont un peu plus difficiles. Donc, sur ce sujet-là, parce que vous parliez de fin de vie, vous parliez de tout ça, c'est important. Vous êtes conscient aujourd'hui. Demain, vous ne le saurez peut-être pas. Eh ben, parlez-en aujourd'hui quand vous avez une conscience de ce que vous voulez. C'est important pour le dire à votre famille. Pour revenir au sujet des limites, est-ce que l'une des complexités n'est pas aujourd'hui que les limites de la médecine sont à géographie variable et ce qui peut être autorisé en Espagne ou en Suisse ou aux États-Unis n'est pas forcément autorisé en France et inversement? Professeur Nissan. Nos amis chinois, enfin c'est pas tout à fait nos amis, ont modifié le génome de 2 petites filles en injectant dans les embryons deux gènes de résistance au sida. Alors, celui qui a fait ça avait été apprendre la technique du découpage de gènes aux États-Unis et il semblerait qu'il l'ait mis en prison un petit peu après parce que ça a fait scandale. Mais ce qui est interdit ici ne l'est pas là. Tout le monde le sait. Le monde est un village et en particulier en matière de reproduction, nous avons beaucoup d'interdits en France qui ne sont pas du tout des interdits en Belgique ni en Espagne ni autour de nous. Il y a donc un marché procréatif européen qui vient de nos interdits et les Français ne comprennent pas que si une technique existe à 100 km de là, qu'elle est possible, qu'elle n'est pas dangereuse, elle ne soit pas disponible dans notre pays, parce que seuls les riches peuvent aller à l'étranger obtenir ce genre de soins. Donc, il faut réfléchir aux interdits possibles et faire... Alors, il y a 2 domaines où je pense qu'il faut internationaliser les décisions. Quand Mme Merkel ferme les centrales nucléaires en Allemagne, moi qui habite à côté de l'Allemagne, je renifle les centrales à charbon. Donc, de quel droit fait-elle ça ?
c'est le climat, l'écologie. Là, il faut qu'il y ait des décisions mondiales, sans quoi on est debout sur le vélo et la chaîne n'est pas accrochée derrière. Et la bioéthique. En matière de bioéthique, je crois qu'on pourrait décider qu'on ne touche pas au génome, ou que si on y touche, c'est à 2 conditions, qu'on soit sûr que c'est bénéfique, balance bénéfice-risque, et que tout le monde puisse y avoir accès. Et donc ces 2 conditions-là me semblent complètement nécessaires. Si on fait un interdit là et pas là, ben c'est comme si on n'avait pas interdit. Professeur Munich. Oui, je voudrais juste vous rappeler que les questions de santé, la régulation sanitaire, est du domaine des États. Il n'y a pas de législation européenne qui vaille, comme c'est le cas dans d'autres domaines où on a un espace européen consensuel. Il n'y a pas d'espace européen consensuel pour la santé. Je vous rappelle que la France est l'un des rares pays, je crois le seul, à avoir une loi de bioéthique. Ce qui, vous en parliez tout à l'heure, il y a des avantages et des inconvénients à avoir une loi de bioéthique. Si on a une loi de bioéthique, c'est pour qu'elle soit révisée régulièrement au fil des connaissances. Aujourd'hui, on est les seuls en Europe à ne pas autoriser le dépistage des porteurs sains qui s'ignorent de maladies génétiques fréquentes. Il y a des maladies très fréquentes, vous le savez, tu as cité la mucoviscidose, les myopathies, un certain nombre d'affections qui sont fréquentes, dont les traitements sont plus ou moins efficaces. On commence à pointer le nez des thérapeutiques géniques et médicamenteuses, mais c'est timide. 40 ans après la découverte des gènes, on n'a pas encore les traitements. Donc on n'en est pas au point d'assortir en postnatal un diagnostic et un traitement. Par conséquent, puisqu'on est si fort pour diagnostiquer et encore assez mauvais pour traiter, les autres Européens se sont dit autorisons le dépistage des porteurs sains qui le souhaitent. Ça se fait partout. En Espagne, en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bretagne. En France, c'est interdit. La dernière loi de bioéthique, contrairement à l'avis du CCNE, contrairement à l'avis de Cité Savante, des conférences citoyennes, ont récusé une 3e fois notre demande d'ouvrir un droit pour celles et ceux qui le souhaiteraient de savoir s'ils étaient à risque de maladie, d'une particulière gravité, dont ils ne se sauraient pas porteurs ou porteuses. Ça a été retoqué. Ça pose un problème pour tout un chacun, ça pose un problème encore plus grand dans la PMA ou dans le don de gamètes, où ça c'est automatique en Espagne. Donc, si vous voulez, je regrette véritablement certains aspects négatifs, frileux, de cette législation, qui a beaucoup de bons. C'est bien d'avoir une loi de bioéthique. Encore faut-il la faire évoluer. On prend en compte l'avis des Français. Et on arrive à des situations paradoxales, absolument ridicules, où on n'a pas dépisté et des enfants naissent avec une maladie qu'on aurait pu éviter et qu'il faut aujourd'hui que les enfants sont nés, traités à prix d'or. Ça coûte extrêmement cher. Donc si le raisonnement du politique a été de ne pas ouvrir ce droit parce que ça serait cher, ce qui est tout à fait possible, ils ont invoqué des préoccupations eugéniques. J'en crois pas un mot, ça n'a rien d'eugénique. C'est pas eugénique. Tu te parlais tout à l'heure de sombres souvenirs, mais demander de savoir si on est porteur ou porteuse d'une maladie qui vous préoccupe particulièrement, ça devrait être un droit autorisé, pas forcément remboursable. Mais en France, il y a un dogme, tout ce qui est du domaine de la santé, si c'est fait, ça doit être remboursé et pris en charge. Ça, c'est vraiment un travers qui limite, au fond, nos libertés. Professeur Nissante. La question est qui décide ? Et dans notre pays très jacobin, les citoyens se réunissent, donnent un avis, les comités d'éthique se réunissent, donnent un avis, les académies des sciences se réunissent, donnent un avis, tous les avis vont dans le même sens, et la loi va dans le sens contraire. Donc ça pose un petit problème démocratique. Je vais vous donner un exemple qui, j'espère, va vous choquer. C'est assez rare, mais ça se produit, qu'une femme qui ait des embryons congelés ait un mari qui décède accidentellement. Une femme comme ça peut très bien venir nous voir en disant « Mon contrat avec mon mari, c'était d'avoir un enfant. Absolument, c'était très important pour lui. Je viens pour me faire réimplanter les embryons que j'ai eus avec mon mari. » Ah non, madame,
Je vais vous dire la loi de la France. Vous avez deux choix, soit jeter ces embryons, soit les donner à une autre personne. J'appelle ça des réponses obscènes. Depuis 1984, on a une ligne dans la loi qu'on n'a pas réussi à enlever, malgré les avis collectifs de toutes les académies, de tout le monde. Quand le conjoint est décédé, on ne peut plus réimplanter les embryons. On ne peut même pas les donner dans une bouteille thermos à la femme pour qu'elle aille se les faire réimplanter à l'étranger. C'est terminé, elle peut juste les donner à autrui. Ce sont des... Donc la loi bioéthique, je suis d'accord avec toi, c'est très bien que notre pays se soit doté d'une loi bioéthique. Je critique en revanche la manière dont se prennent les décisions. Ma question, c'est qui décide ? Merci à tous les trois. J'ai 7 étudiants devant qui sont très impatients de discuter avec vous et de vous poser les questions. Donc je vous propose de leur passer tout de suite la parole. Je ne sais pas lequel d'entre vous veut commencer. Vas-y. Bonjour, Nicolas Eudes, Epitech Paris. Déjà, merci beaucoup pour votre intervention. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que c'était très intéressant. Je vais commencer par une question plutôt globale que je vais poser à vous, professeur Munich. Et évidemment, si vous souhaitez, tout le monde pourra y participer. Donc la France fait face à une disparité croissante dans l'accès aux soins. Certains territoires sont saturés, quant à d'autres sont délaissés, créant de véritables déserts médicaux. Face à ce double défi, garantir un accès équitable aux soins pour tous les Français, tout en préservant la qualité de vie des soignants, quelles solutions pourrions-nous envisager ? Je ne suis pas sûre qu'ils aient la réponse. Je vous rappelle qu'il y a une folle décision qui a été prise en 1983, qui était le numerus clausus. 83, oui, chevènement. Et l'idée, tout aussi folle que le numerus clausus, c'était l'idée que si on limitait le nombre de médecins, on limiterait les dépenses de santé. Non mais vous imaginez la débilité. Donc, en réalité, on a aujourd'hui une carence de médecins, qui est le résultat direct de cette décision dramatique, et qui aboutit effectivement à des déserts médicaux. Vous savez que ça conduit à le recrutement de personnes venues d'autres pays qui n'ont pas la même formation, une aussi bonne formation que celle que nous avons ici en France. Alors, pour répondre de manière un peu positive à votre question, il y a plusieurs pistes. D'abord, on a augmenté le nombre de numerus clausus est en train de monter, mais il faut 7 ou 8 ans pour arriver à produire des médecins, donc ça va prendre du temps. Il y a quelque chose qui est intéressant, qui est la délégation de services. C'est-à-dire que maintenant, vous le savez, parce que vous êtes des étudiants, quand vous faites vos études, il y a une filière qui s'appelle le LMD, licence, master, doctorat. Il y a un certain nombre de missions qu'on peut déléguer du docteur à un titulaire de master. Ça s'agit d'une sage-femme, d'une infirmière de pratique avancée, d'une conseillère génétique. Donc il y a un certain nombre de missions qui peuvent être déléguées, comme ça se fait à l'étranger d'ailleurs, à des gens qui disposent d'un master. C'est une des pistes possibles. L'autre piste, je veux dire, ça vient vraiment tout de suite à l'idée, c'est d'accélérer sur la prévention. Donc vraiment, il faut qu'on ait une prévention beaucoup plus audacieuse. Vous savez que le budget de la prévention en France, c'est 5% du budget de la santé. C'est rien. On parlera peut-être tout à l'heure des perspectives formidables qu'ouvre la prévention. Donc je pense que la meilleure façon de limiter la consommation médicale, c'est de rester en bonne santé et d'instaurer vraiment une politique de la prévention tout en attendant l'arrivée d'une nouvelle génération de médecins. Professeur Nissan. Il y a un conflit d'intérêts entre l'intérêt des médecins et l'intérêt de la population. Alors ce que je vais dire, quand je l'ai dit à mes internes, j'ai eu une grève des internes dans mon service, donc quand on est obligé de juger d'un conflit d'intérêts, je rappelle que les études de médecine en France sont gratuites. Et je rappelle que ça donne une certaine forme d'obligation aux médecins. Et je pense qu'en fonction du concours national classant ou de l'examen national classant que passent tous les médecins pour avoir le droit d'exercice en France, même ceux qui ont été formés à l'étranger, ceux qui ont beaucoup travaillé choisissent en premier les spécialités, les villes où ils veulent aller, ceux qui ont moins travaillé ou qui ont eu moins de chance à cet examen national classant devraient, de mon point de vue, aller
occuper des postes prédéfinis pour 3 ans ou pour 4 ans, genre de service militaire, genre de dû à la nation, lié au fait que les études de médecine ont été gratuites. Puis s'il ne s'y plaît pas au bout de 3-4 ans, il mute et il va ailleurs. Je pense que les enseignants font ça, les magistrats font ça, pour qu'il y ait une continuité du service public. Nous, les médecins, nous ne sommes pas présents sur le service public de la campagne. Nous sommes présents dans les villes et beaucoup plus présents au centre de la France et sur la côte d'Azur. Il y a des concentrations de médecins dans certaines villes de folie et d'autres où il y a, pour les vieux qui ne peuvent pas utiliser la prévention, non, je veux dire pareil, qu'une personne âgée, tu ne peux pas proposer la prévention pour elle. La prévention ne marche que pour les jeunes. Sur les personnes âgées, elles ont besoin de voir des médecins. Et je suis affligé de savoir qu'il y a 6 millions de personnes qui ne peuvent pas trouver de médecins quand ils en ont besoin. Et qu'on pourrait très bien dire, au début des études de médecine, vous allez passer votre concours national classant qui vous donnera la possibilité de choisir votre discipline et votre ville. Et puis, il y en a un certain nombre qui vont faire un service national pendant 3 ans pour occuper les déserts médicaux. Tu as tout à fait raison, mais je voudrais juste vous rappeler que la prévention n'est pas l'apanage des jeunes ou des personnes en activité. Il y a des programmes de prévention de la perte d'autonomie, Healthy Longevity. Donc il y a un certain nombre de règles qui sont aujourd'hui accessibles sur des applications mobiles. Le programme s'appelle ICOP, c'est un programme de l'OMS, pour rester en bonne santé. Donc quel est le but de ce programme de prévention? C'est de différer la perte d'autonomie. Et ce qui est extraordinairement intéressant, c'est que les personnes qui présentent un déclin d'une des fonctions principales, dépistées très tôt et pris en charge, récupèrent. C'est-à-dire que face à une perte d'autonomie segmentaire, sectorielle, repérée tôt, il y a une récupération de la perte d'acquisition. Donc oui, je crois qu'il y a une place pour la prévention de la perte d'autonomie, que compte tenu de ce que ça représente comme charge économique pour notre pays avec la génération des seniors qui vont partir à la retraite, c'est absolument important. Merci de me faire penser à le signaler. La prévention n'est pas que l'apanage de vous, les jeunes ou les actifs, c'est aussi au bénéfice des anciens qui peuvent rester en forme plus longtemps pour faire et continuer de faire ce à quoi ils tiennent. Je crois que c'est un programme qui, aux États-Unis, s'appelle Healthy Longevity, qui marche extrêmement bien et qui doit rentrer dans notre culture de la prévention en général. Professeur Lantieri, pour conclure sur cette question. Oui. Alors d'abord, c'est pas vrai qu'il y a des endroits où il y a trop de médecins et des endroits où il n'y en a pas assez. Maintenant en France, il y a à peu près partout, il n'y a pas assez de médecins. Simplement, au kilomètre carré, il y en a beaucoup plus à Paris, mais il y a une population plus importante. Ça, c'est un point important. Même Paris est un désert médical. Je suis pas trop pour le côté coercitif, c'est pas trop je pas trop. Le premier point, c'est que vous avez devant vous 3 hospitaliers universitaires, machin, qui vont vous parler. Nous ne représentons qu'une toute petite partie des besoins médicaux de la population et une grosse partie doit être mise en place pour la médecine générale. La médecine générale, c'est uniquement 8 milliards dépensés dans la sécurité sociale, le budget de 350 milliards, et uniquement 8 milliards. Quand on voit que les bons de transport et les transports, c'est 5 milliards. Donc il y a peut-être des choses à faire déjà pour donner plus d'intérêt à la médecine générale. L'autre point, les médecins généralistes le disent tous, ils sont harcelés complètement par une tâche administrative absolument démentiel et toujours en permanence entre la Sécu, etc. Et ça, il faudrait le supprimer. Mais je ne dis même pas qu'il faudrait quelqu'un pour les aider, on doit pouvoir le supprimer. Un exemple, hein, c'est quand nous avons tous, hein, on est hospitaliers et tout, on nous demande de faire des codages. C'est un truc absolument extraordinaire, il faut tout coder. Parce que dans les ARS, tout ça, il faut faire des tableaux Excel. Vous avez un tableau Excel, vous avez la vérité. On sait tous que c'est pas exactement ça. Je veux dire, heureusement, la génétique, c'est pas un tableau Excel, c'est les tables de la loi. Et donc, les codages sont devenus un espèce de truc dément. Vous rentrez dans un service aujourd'hui, vous avez plus de chances de voir un soignant, que ce soit une infirmière ou que ce soit un médecin, derrière un ordinateur. Donc, c'est un vrai
vrai problème aujourd'hui. Le temps consacré aux soins est devenu la partie congrue de toutes les choses qui sont la traçabilité, tout ce qu'il y a, etc. L'autre jour, je rentre au bloc opératoire, je vois une aide-soignante qui était derrière l'ordinateur. Je me dis, vous faites quoi? Ah ben, je note que j'ai nettoyé le sol. Parce qu'il faut le tracer, donc si le sol est dégueulasse, il est dégueulasse, s'il est propre, il est propre. C'est vraiment un truc ridicule. Dans les codages diagnostiques aux urgences, on dit que les urgences sont débordées. Il y a le codage diagnostique, il y a chute, voilà, il faut coder chute, mais il y a chute d'un escalier, chute dans une brute, il y a chute, il y a morsure animale, il y a morsure de crocodile. Il faut voir ça, hein, et vous avez morsure de crocodile, et donc il faut coder. Et il y a morsure de crocodile dans une ferme, morsure, etc. Et il y a toutes ces choses-là. Et vous avez aussi un code absolument interne, c'est le code X50, syndrome d'épuisement pour activité sexuelle intense. Et donc c'est les choses qu'on demande aux gens, aux urgences, de remplir ce type de code-là, qui est une perte de temps qui ne sert à rien, parce que personne n'est capable, derrière de ça, d'en tirer des statistiques intéressantes en termes de santé publique. Débarrassons-nous déjà de toute cette partie administrative. Et puis, dernier point sur le côté coercitif, il y a quand même le Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre ne fait pas réellement son rôle, accepte des installations à droite et à gauche, n'importe comment. Dans mon domaine, par exemple, le domaine de la chirurgie plastique reconstructrice, je fais un peu de chirurgie esthétique, il y a un domaine qui est la médecine esthétique, je ne considère pas comme étant de la médecine, où on voit arriver des promotions entières de médecins généralistes qui vont faire un DU d'injectable. On a quand même un ancien ministre qui, lui, l'a fait et qui prétendait aller le faire. Heureusement, il a été arrêté. Et qui prétendent aller faire des injections à droite à gauche pour le bien-être, ce qui fait qu'on n'a plus de médecins généralistes. Il y a une promotion d'une université parisienne où 80% étaient inscrits à un DU de médecine esthétique. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on pourrait arrêter, par exemple. Il y a un certain nombre de choses comme ça, beaucoup plus simples, déjà à établir avant. On va prendre une deuxième question des étudiants. Bonjour, Gaspard Marcon, étudiant ingénieur à la SME, et j'avais une question pour Monsieur Laurent Lantieri. Quand vous faites des opérations esthétiques, vous dites que des fois il faut refuser, le médecin n'a pas à tout accepter. Ma question c'est, est-ce qu'il y avait une limite claire, ou est-ce que fondamentalement ça relevait d'une limite personnelle ou sociale d'une certaine façon? Parce qu'on a des exemples assez extrêmes avec le Black Alien par exemple, qui a fait beaucoup d'opérations esthétiques au point de difficilement être reconnaissable. En fait, où est la limite entre quelque chose qu'on accepterait, qu'on estime comme pas forcément un besoin mais acceptable, et quelque chose qui va trop loin? Alors, les personnages comme le Black Alien, c'est quelqu'un qui essaie de se promouvoir. Hein, c'est un personnage. Je savais pas que j'avais eu la question. Je ne sais pas si c'était Black Alien. Je suis acheté sur Internet. Mon fils savait, moi je savais pas. C'est un type qui se fait des tatouages dans les yeux, qui veut ressembler à un alien. Bon, c'est pas parce qu'on se transforme seulement qu'on est un alien. Et en fait, son but, c'est promouvoir son image. C'est une espèce de syndrome d'ego. Alors ça peut être pour des raisons artistiques. Il y avait il y a quelques années quelqu'un qui faisait des implants, un personnage qui s'appelait Orlan, qui faisait beaucoup ça, et qui faisait les photos. Alors c'était très bien, etc. Mais en fait, moi, ce que je considère, c'est ça. Ce sont des personnages qui n'arrivent pas à être quelqu'un, alors ils sont juste quelque chose. Et c'est un peu le problème. Et c'est un peu le problème de la fuite en avant que l'on voit aujourd'hui. Par exemple, les tatouages, il y a de plus en plus de gens qui se tatouent. C'est devenu un truc, c'est important, c'est à moi, c'est personnel, je fais ce que je veux de mon corps, etc. Les questions, est-ce qu'on est vraiment propriétaire de son corps? Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi? Alors, je fais de la chirurgie esthétique, bien sûr. L'objectif d'un traitement, quel qu'il soit, il n'y a que deux fonctions. Soit il augmente l'espérance de vie, soit il augmente la qualité de vie. Dans mon métier de chirurgien plasticien, mon but, c'est d'augmenter la qualité de vie. Et que ça soit pris en charge par l'assurance maladie, c'est toujours l'objectif. Donc ce n'est pas forcément la demande, telle que je veux des grosses lèvres, je veux un nez en trompette, etc. C'est globalement, est-ce que je pense qu'en faisant ce geste-là, qu'il soit pris en charge ou pas pris en charge, je vais améliorer la qualité de vie du patient. Et c'est ça la limite qui doit être fixée, parce que c'est une limite de soins. Au-delà de ça, c'est plus du soin, et c'est plus de la médecine. Merci. Une autre question, jeunes gens? Merci beaucoup pour ce début de débat. Donc Jean-Baptiste Debizet, étudiant à Epitech en Master 2. Moi j'ai une question pour Arnold. Avec les avancées thérapeutiques génétiques CRISPR, où placez-vous les limites éthiques dans la modification génétique des enfants qui ne peuvent pas encore consentir? Pensez-vous que certaines interventions devraient être interdites, même si elles peuvent prévenir des maladies? Merci pour la question. Notre collègue fait référence à ce qu'on appelle les ciseaux moléculaires. L'idée est de substituer une base normale à une base mutée dans le génome.
L'idée est magnifique, c'est une technique qui marche dans les laboratoires. Nous utilisons, imagine comme ailleurs, CRISPR au laboratoire, et par conséquent, c'est un outil dans la trousse à outils du chercheur. Mais de la théorie de laboratoire à l'application pratique, on en a parlé au tout début, il y a un monde, et il faut que vous sachiez que quand on fait une substitution à un endroit donné, il y a des risques importants de faire ce qu'on appelle off-target en anglais, c'est-à-dire aller faire des catastrophes ailleurs. Donc par conséquent, dérisquer CRISPR, ça ne sera pas une mince affaire. Mais je réponds pas de manière négative à ta question, je réponds positivement, parce qu'il y a dès à présent, aujourd'hui, un certain nombre de maladies où la thérapie génique peut sauver la vie des enfants, parce qu'ils sont extrêmement malades, gravement malades. Je prends l'exemple des bébés bulles qui n'ont pas de défense immunitaire, ou un exemple qui m'est plus cher, puisqu'on avait identifié le gène il y a 30 ans, l'amyotrophie spinale, où la thérapie génique arrive maintenant. Bien écoutez, je ne dis pas que c'est la panacée, mais un enfant qui a une amyotrophie spinale de type 1, aujourd'hui, on peut assortir l'annonce du diagnostic à la naissance, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas le droit de dépister les porteurs sains, je ferme la parenthèse, des pauvres parents arrivent avec un enfant qui a une amyotrophie spinale. Tétraplégique, le diagnostic est fait en un instant. Pour la première fois cette année, j'ai pu dire à des parents, voilà, j'ai deux choses à vous dire, j'ai une mauvaise nouvelle, il a une amyotrophie spinale, et la bonne nouvelle, rendez-vous pour la thérapie génique vendredi. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Donc là, vous voyez, il n'y a pas photo. Cet enfant ne vivra pas au-delà de 12 mois s'il n'a pas ce traitement par thérapie génique. Même chose pour les déficits immunitaires. Donc, je pense que il faut prendre le bon côté des choses. Et je ne pense pas qu'on puisse s'attaquer à viser, disons, des gènes qui ne sont pas exprimés cliniquement de manière extrêmement grave. Et je reprends un peu les termes de la loi sur l'interruption de grossesse volontaire ou médicale. Pour l'interruption médicale de grossesse, on l'a réservée aux affections d'une particulière gravité et incurable. Maintenant qu'on est devant un enfant qui arrive au monde avec une maladie d'une particulière gravité, on ne va pas l'imposer aux parents, on va pas revenir là-dessus, mais on va leur proposer de sauver la vie de leur enfant. Et ça, merci à ce progrès fantastique de la thérapie génique. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Oui, ou il n'y a pas un autre. Pour le moment, oui. Merci. Vas-y. On va finir avec les étudiants d'abord. Bonjour, moi je suis Solène, étudiante sage-femme à l'Université catholique de Lille. J'aurais une question pour Monsieur Nissan, peut-être aussi en collaboration avec Monsieur Munich. On parlait tout à l'heure de la neurofibromatose, concernant justement des pathologies qui sont graves avec des modes d'expression qui peuvent être variables. Comment est-ce qu'on peut être sûr de nous lorsqu'on donne un accord d'IMG, voire de diagnostic préimplantatoire ? D'abord, on n'est jamais sûr de nous. Et j'ai un conseil général à vous donner. Si vous tombez sur un médecin qui est sûr de lui, tournez les talons. Parce que on est vraiment dans un domaine où, et en particulier dans l'évaluation du pronostic, où certains médecins craignent de surestimer la gravité d'un pronostic, certains médecins craignent de sous-estimer la gravité, et les deux se produisent. Donc, ça veut dire que dans ce genre de situation, on a pris l'habitude de prendre les risques avec les parents. Parce que c'est eux qui vont élever l'enfant. C'est eux qui vont être confrontés. Alors, la description de la maladie est faite par les généticiens et par les échographistes. Et ensuite de ça, on regarde dans la neurofibromateuse s'il y a des localisations cérébrales, parce que ça, c'est bien plus mauvais. Mais quand il n'y a que des localisations cardiaques ou que des localisations cutanées et pas de localisation cérébrale, souvent on a quelqu'un dans la famille qui en a déjà une, et donc ça permet de se raccrocher à cette personne qui a bien vécu avec cette neurofibromatose. Mais je ne dis pas que c'est toucher-couler à tous les coups. Et la part de risque, la part décisionnelle, elle est prise par les parents. Alors, il y a des parents qui, pour une tumeur
cutanés peuvent nous dire « je ne veux pas prendre le risque que d'autres tumeurs cérébrales apparaissent plus tard ». Ça se produit. On est alors dans une longue discussion ressemblant à celle que j'ai décrite sur le doigt qui manque. Et dans une neurofibromatoseuse, la plupart des CPDPN, quand les parents le demandent, accèdent à la demande d'interruption médicale de grossesse. Autre question ? Bonjour, Nassi Lati, étudiante sage-femme à l'Université de Montpellier. Vous avez fait référence tout à l'heure au consentement du cas que vous avez évoqué tout à l'heure et aux directives anticipées. Du coup, la question, c'est quelles sont les limites de des pratiques médicales lorsque le consentement du patient est absent ou ambigu? Comment, du côté des professionnels médicaux, on se place avec soit une directive anticipée contradictoire en fonction de l'entourage, ou alors avec un cas où la patiente est dans le coma? Alors d'abord, il y a plusieurs aspects. D'abord, il peut y avoir l'aspect de l'urgence. Donc l'urgence, ce qui nous guide, c'est l'urgence, la vie, le choix. On est obligé de faire quelque chose. On ne va pas demander, on ne va pas réveiller un patient qui arrive en polytraumatisé à l'hôpital avec une jambe broyée. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on vous remette votre pied ou pas? Ça, c'est clair, il y a un problème d'urgence. La question ne se pose pas, c'est par rapport à ce qu'on sait faire. Voilà, ce qu'on sait faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire. Ensuite, dans les situations plus complexes où le patient ne peut pas donner son consentement, un patient qui a un état qui est en réanimation plusieurs fois, il y a des points importants pour savoir si on doit interrompre les soins. Il y a d'abord les directions anticipées et il y a aussi la collégialité de l'ensemble. On se réunit et on décide si on conserve, si on essaie d'aller jusqu'au bout, quelles vont être les conséquences. Est-ce que c'est compatible avec une vie normale? Est-ce que c'est compatible? Et on parle aussi avec les familles. Donc ce sont des points importants, et surtout le point important lorsqu'on n'a pas le consentement direct et c'est pas faire, c'est vraiment la collégialité de l'ensemble des praticiens, de pouvoir ensuite se réunir, de voir quels sont les avis et de prendre une décision ensemble qui n'est pas forcément la meilleure, mais qui est peut-être la moins mauvaise. C'est un peu ça, quand on a une situation un peu complexe. Bonjour, Maude Boudinot, école d'ingénieur à l'ESME. Monsieur Munich, si l'on atteint un stade où la modification génétique est pleinement maîtrisée, où est-ce qu'on peut poser la limite entre normalité et handicap? Par exemple, si une personne qui a -8 de vision sur les 2 yeux, est-ce qu'elle devrait être modifiée, mais pas une personne ayant -7 ou -6? D'abord, je ne reviens pas sur le fait qu'on est loin d'avoir dérisqué les ciseaux moléculaires. Je n'y reviens pas, je l'ai assez dit. Je rappelle juste pour mémoire que les premières thérapies géniques se sont soldées par le décès des patients. Donc on les avait guéris de leur maladie génétique, mais on leur avait collé la leucémie. Donc parce que le gène médicament était venu se fourrer en amont d'un gène du cancer, un oncogène. Donc maîtriser au nucléotide près l'endroit où on a fait la substitution sur 3 milliards de nucléotides, c'est drôlement compliqué. Donc il faut être sûr d'avoir vérifié le reste du génome avant d'avoir réuni les conditions d'une application pratique comme on l'a vu au début. Vous voyez que les mauvaises nouvelles, elles viennent souvent tardivement. Donc elles se payent cher et tardivement. Donc je comprends qu'il y ait dans l'esprit du législateur, pour le coup, beaucoup de prudence avec ces nouvelles thérapeutiques. Mais je reviens sur la question de la normalité. Il n'y a pas de génome normal. Il n'y a pas de génome de référence. On est tous porteurs de 60, 70, 80 variations pathologiques qu'on n'exprime pas pour différentes raisons. On en a parlé tout à l'heure. Soit parce qu'on a un deuxième gène parental qui complémente le dysfonctionnement du premier, soit que pour des raisons liées au fond génétique du sujet, on parlait tout à l'heure de l'ANF, la neurofibromatose, tel sujet a des problèmes de dérégulation et l'autre ne l'a pas, parce que le fond génétique des deux frères n'est pas le même. Donc par conséquent, ôtez-vous de l'idée qu'il y a un génome normal. Il n'y a pas de génome normal. On est tous porteurs d'un nombre considérable de variations. Alors, à supposer qu'il y ait des variations qui soient vraiment causales d'une maladie. Et là encore, il faut évaluer l'impact de cette variation. Si c'est quelque chose comme une dioptrie de plus ou de moins, excusez-moi, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est une bonne indication? En revanche, il y a des tas de possibilités de faire bien pour un grand nombre de maladies qui restent en rade aujourd'hui. On n'a pas encore réussi
à des thérapies géniques spectaculaires. Elles se comptent sur les doigts de la main, les thérapies géniques. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il ne faut pas peindre la mariée en bleu ou en blanc. Ça ne marche que pour un tout petit nombre de cas. Quelques déficits immunitaires, la drépanocytose, qui commence maintenant à pointer, les gènes de l'oncologie qui commence, et quelques dystrophies rétiniennes. Mais il y a un très très grand nombre de maladies, en particulier maladies neurologiques, là où il faut que le virus médicament traverse la barrière hémato-encéphalique, ça ne marche pas. Il n'y a eu que des échecs. Donc le champ des possibles reste encore extrêmement restreint en matière de modification du génome pour toutes les raisons qu'on a dites. On y arrivera, j'en suis sûr, on va y finir par y arriver. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tout ce qui est techniquement possible n'est pas ipso facto éthiquement acceptable, ni économiquement supportable. Parce qu'une thérapie génique, aujourd'hui, c'est 1 à 2 millions par individu. Vous vous rendez compte? Donc quand on m'explique qu'il ne faut pas faire le dépistage des porteurs sains de myotrophie spinale, parce que ça risque de coûter un peu d'argent, on se retrouve avec chaque patient à 2 millions de patients. Donc ce qui m'énerve là-dedans, c'est l'incohérence de l'action publique. Voilà. Je voudrais compléter ce que dit Arnold Munich. Il a parlé de la drépanocytose. Donc la drépanocytose, c'est ce qu'on appelle les maladies hématies falciformes. C'est une pathologie qui est très répandue en Afrique, un peu moins dans le Maghreb et moins chez nous, sauf qu'elle vient chez nous parce que des populations migrantes. La drépanocytose, lorsqu'on a les 2 gènes atteints, toutes les hématies deviennent falciformes et on meurt. Lorsqu'on n'a aucun gène atteint, on est très bien. Pourquoi cette maladie n'a pas disparu? Parce qu'elle protège du paludisme. Et en fait, il faut se méfier, tout ça pour dire que, bien sûr, la drépanocytose, c'est un drame, hein, c'est un vrai problème, mais tout ça, il faut se méfier de dire je vais supprimer tel gène qui est nocif, parce que peut-être qu'il a un intérêt dans l'ensemble du génome humain et de l'ensemble de la population mondiale. Donc s'amuser à toucher en disant je vais supprimer telle ou telle maladie, comme disait Arnold Munich, il n'y a pas de génome normal. Vous savez que c'est le choléra qui a fait monter la mucoviscidose en Europe de l'Ouest, parce qu'il protégeait contre les pertes de... quand on était porteur sain de mucoviscidose, on était sélectionné contre la choléra. C'est le même exemple que ce que tu as dit sur la... Je ne connaissais pas ça, mais c'est un autre aspect. C'est le même aspect, un avantage sélectif des gens qui sont porteurs d'une affection qui, au fond, n'a pas que du mauvais, peut les protéger, en l'occurrence, du paludisme ou d'une diarrhée mortelle. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il y a tant de porteurs de la mucoviscidose en Grande-Bretagne, en Bretagne, en France. En tout cas, il y a une chose, c'est qu'il faut se méfier pour nous, médecins, du syndrome Dieu. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des choses extraordinaires, on peut modifier le gène. Moi, je peux changer le visage des gens, etc. On peut créer des enfants. Etc. Le syndrome Dieu peut être très puissant, et c'est extrêmement, surtout quand on est chirurgien. Je veux dire, quand vous faites un truc, vous sortez de là, vous avez l'impression que vous êtes le meilleur, le plus beau. Mais parfois, on a des échecs, ça nous ralentit. C'est très important, et vraiment, la collégialité, le fait d'être dans une université, quand on fait des choses un peu extraordinaires, c'est aussi très important pour ne pas faire n'importe quoi. Dernière question côté des étudiants. Bonjour, excusez-moi. Bonjour, donc Edgar Fabin, cursus ingénierie à l'ESME. Une question pour vous, Monsieur Nissan. Quand on parle d'avortement, qu'est-ce qui justifie la date limite des 14 semaines de grossesse? Pourquoi pas 22 aux Pays-Bas ou 6 comme aux États-Unis? À nouveau, on est dans ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Et là, le conflit d'intérêts, il touche le fœtus, la mère et le médecin. Il n'y a pas de différence éthique entre faire un avortement à 14 semaines de grossesse ou à 22 semaines de grossesse. C'est la même chose au plan éthique. En revanche, au plan technique, ce n'est pas du tout la même chose. Et en particulier, ce que nous savons tous, c'est que plus la grossesse est avancée, plus il y a un risque pour la mère. Et donc le risque pour la mère n'est pas nul. Alors vous allez me dire, mais ça se fait dans d'autres pays, avec des conséquences qui sont assez peu mesurées. Parce que personne ne demande aux femmes qui traversent la frontière pourquoi elles la traversent. Et quand elles reviennent avec des complications, personne n'identifie ces complications comme étant la conséquence d'un avortement tardif. Donc c'est un compromis. Le compromis est le suivant. Tant qu'une femme souhaite
ne pas conserver sa grossesse. Elle a ce choix-là jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée dans notre pays. Et il n'y a pas de situation en France, même s'il y a moins d'endroits pour faire les IVG, où une femme ne puisse pas obtenir jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 4e mois de grossesse, une interruption de grossesse, et c'est un droit de la femme. En revanche, au-delà de ça, nous avons dans la loi l'interruption médicale de grossesse pour raison psychosociale, qui n'est pas limitée dans le temps. Ce qui fait que dans ma ville, je n'ai jamais envoyé personne à l'étranger. C'est pas que j'ai pas eu des femmes au-delà du délai. Mais qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, la dernière qu'on a eue, c'était une gamine de 12 ans qui avait eu des rapports sexuels avec le frère de sa copine alors qu'elle allait jouer avec sa copine. Et après, elle avait un secret avec lui. Et on s'est rendu compte de la grossesse à 18 semaines. Voilà une gamine de 11 ans qui est à 18 semaines. Je ne l'envoie pas en Hollande. Je sais faire ici. Donc je réunis mon staff. Voilà le dossier, voilà le cas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait en France avec nos techniques. On endort parce que c'est douloureux. On provoque un avortement médicamenteux. On a tout ce qu'il faut au plan technique. Et donc, pour moi, il y avait sur 2200 IVG dans mon service 10 dépassements de délai par an. 5, c'était des adolescentes qui ne savaient pas du tout lire leur corps et qui étaient un peu perdues. Et 5 autres, c'était des dénis de grossesse, c'est-à-dire des femmes qui ne se rendaient pas compte, qui étaient inconscientes de leur grossesse. Dans ces 10 cas, il faut prendre en charge différemment. Ce n'est pas une simple IVG. Bonjour madame, c'est par ici. C'est une IMG, c'est-à-dire qu'on va les prendre en charge complètement différemment. Et donc, ça m'est arrivé d'avorter une femme à 22 semaines. Je vais vous raconter en 2 mots l'histoire. C'est une femme schizophrène et béphéréno-catatonique dans un asile qui a été abusée par son soignant. Et bien sûr, on a découvert la grossesse à 22 semaines. Cette femme ne pouvait même pas se nourrir toute seule. On a avorté cette femme. Et donc, la possibilité existe en France. Simplement, parfois, les médecins ne veulent pas y avoir recours parce que le geste n'est pas très facile. Mais je crois qu'on peut leur dire, la loi, c'est la loi, elle s'applique aussi à toutes les personnes qui demandent un avortement au-delà du délai. IMG, mais l'IMG est aussi un avortement. Mais c'est un avortement. Pas du tout. Dans tous les CHU, il y a le centre qui décide si l'IMG est possible ou pas, se réunit une fois par semaine. Donc ce n'est pas plus long que le délai d'attente dans les hôpitaux de Paris en particulier. Donc l'IMG pour raison psychosociale existe, et je peux même vous dire que parmi les femmes qui ont émigré des pays de la Syrie, etc., qui se sont fait violer en route, et parmi les femmes qui à Srebrenica se faisaient violer alors que le même violeur venait de tuer leur mari et les coffrait pour qu'elles ne puissent pas arrêter la grossesse, on a vu des femmes arriver au 8e mois de grossesse en hurlant et en demandant de ne pas continuer la grossesse parce que c'était le fruit d'un viol et le violeur c'était l'assassin de leur mari. Il y a eu des cas comme ça où on a dit ok, on va endormir le fœtus, arrêter son cœur et provoquer l'accouchement. C'est des décisions d'une lourdeur absolue, mais qui sont légales dans notre pays. Juste un point, il y a une chose pour tous les débats sur l'IVG, etc. Il faut relire le discours de Simone Veil à l'Assemblée nationale, parce que c'est un discours d'une profondeur extrême. Avant de dire machin, mon corps, machin, etc., tout ça, relisez le discours de Simone Veil, parce que c'est probablement un des plus beaux discours et qui fait que l'avortement en France, l'IVG en France n'est pas menacé. Je crois que c'est vraiment lié à ce que, à la manière dont ça a été amené par Simone Veil. Merci à tous les trois. On va passer aux questions de la salle. Je crois qu'il y a une question à gauche, enfin à ma gauche à moi. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Je suis extrêmement heureux et ému d'être avec vous cet après-midi parce que je suis même papa d'une petite fille qui a une hémotrophie spinale. Nous sommes suivis à la PHP, ma petite fille a 3 ans, et j'ai connu personnellement l'expérience que vous avez décrite, Monsieur Munich, à savoir l'annonce d'une très très mauvaise nouvelle et l'espoir dans la thérapie génique, puisqu'elle a reçu donc à l'âge de 14 mois le Zolgensma. Voilà.
J'en profite au passage pour dire que, voilà, évidemment, avec mon épouse et toute ma famille, nous sommes maintenant extrêmement mobilisés avec l'AFM Téléthon et l'Institut Imagine. Nous sommes donateurs aux 2 organismes. Petite parenthèse, le Téléthon, c'est la semaine prochaine, donc n'hésitez pas, participez-y. Et je voulais vous prendre la parole pour vous dire que bon, ma petite fille maintenant est sauvée, mais elle reste handicapée parce que les motoneurones qu'elle a perdus, eh bien, elle les a perdus. Alors c'est un type 2, elle a 3 copies SMN2, mais bon, le mal est là. Elle est sur fauteuil roulant. Donc vous imaginez toutes les conséquences que ça a derrière. Intellectuellement, ça va très bien, hein, elle tourne très vite. Il n'y a pas de sujet de ce côté-là. Mais pour tout ce qui est inclusion à l'école, AESH, c'est une catastrophe. Je referme la parenthèse, mais c'est un sujet énorme. On a réussi à trouver une école voilà, à côté de chez nous. On est dans le privé hors contrat parce que bon, ben, voilà, hein, il n'y a pas eu d'AESH. Ce sur quoi je voulais intervenir, je voulais dire 2 choses. La première, par rapport au dépistage. Donc nous, en effet, moi et ma femme, pour que ça puisse arriver, forcément, nous sommes porteurs sains également de cette maladie. Aujourd'hui, nous avons une autorisation de la part de la PHP pour que nos familles respectives puissent se faire dépister. Moi, je sais que ça vient de ma mère, ma femme, je sais que ça vient de son père. Du côté de ma mère, la famille est très nombreuse et beaucoup sont fait dépister auprès des autorités médicales en région parisienne et en Normandie. Donc ça, c'est le premier point. Il y a quand même, quand on... Enfin, j'ai envie de dire c'est déjà trop tard, mais quand le mal arrive, quand même, les familles concernées peuvent quand même se faire dépister. Et donc, bon, voilà, certains sont fait dépister. Je sais que certaines de mes tantes et oncles sont aussi concernés. Je voudrais intervenir sur un autre sujet parce que il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre dans notre parcours médical. C'est que donc ma fille a pu recevoir cette thérapie génique. On en est très heureux. Ça s'est bien passé. Elle a fait peu d'effets secondaires. Ça, c'est super. Mais aujourd'hui, il existe dans cette pathologie la bithérapie génique. On peut compléter le Zolgensma par un autre traitement qui est sous forme de sirop qu'on peut avoir en pharmacie. Ça ne demande aucune compétence médicale de pouvoir l'administrer à son enfant. Hein. C'est un sirop qu'on commande en pharmacie et c'est une cuillère à café qu'on donne le matin à son enfant. Nous sommes récemment allés aux États-Unis avec mes beaux-parents, ma femme et ma fille. Parce que nous faisons beaucoup de stages de rééducation. Hein. Pour situer le quotidien, ma fille a quasiment tous les jours une séance de kiné. Vous pouvez poser votre question rapidement. Oui, je pose ma question rapidement. Aux États-Unis, voilà, la bithérapie génique, c'est quelque chose de très très courant, classique, qui est donné à tout le monde. Au Canada, pareil, et on sait que ça a des effets intéressants, que ça peut sauver des enfants et que peut-être ma fille va pouvoir marcher comme ça. En France, aujourd'hui, on se bat, ça fait 18 mois, on sait, on est en contact avec plein de monde, on se bat et aujourd'hui, on est confronté à un mur et on ne comprend pas pourquoi on n'utilise pas toutes les cordes qui sont à l'arc pour pouvoir améliorer les choses et sauver le potentiel de nos filles. Voilà. Alors je ne sais pas, docteur Munich, c'est peut-être un mot. Comme je vous dis tout à l'heure, les questions de santé sont du domaine souverain des États. Et ce qui est accepté aux États-Unis et en Grande-Bretagne n'est pas nécessairement accepté en France. Comme vous, je suis indigné de cela, mais nous avons un espace européen qui exclut les questions de santé et de remboursement en santé. Donc ça doit être en cours d'évaluation par l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Ça va prendre encore des mois et des mois et des mois, des années, avant qu'ils pourront... Aujourd'hui en France, mais c'est les cas les plus symptomatiques. Oui. Mais je ne désespère pas. S'il y a des arguments forts pour l'efficacité, on obtiendra ce remboursement et cette prise en charge. Ce qui me désespère, c'est la lenteur de l'administration. Mais c'est terrible. Un essai clinique, ça peut prendre un an et demi pour être mis sur les rails. Et tout à l'heure, tu parlais de tout ce personnel administratif au détriment de nos collègues médecins. Plus on prend de personnes administratives pour surveiller, vous surveillez, il y a toute une espèce de dispositif kafkaïen qui consomme des moyens qui devraient être entièrement dédiés, au fond, aux soins, aux infirmières, aux anesthésistes, aux penseuses et aux médecins. Donc ça, c'est un véritable problème, c'est la bureaucratie dévorante de notre administration. Pour aller jusqu'au bout, traitement beaucoup plus simple. Je me fais beaucoup de reconstruction mammaire après cancer du sein et il y a une technique que j'ai développée en France en 1994, j'étais un des premiers à faire au monde, qui s'appelle le DIEP, qui consiste à prélever la peau et la graisse du ventre pour faire le sein. Donc c'est une technique, il y a une femme sur 10 qui a un cancer du sein, 50 000 cancers, il y a 20 000 cancers du sein, une mastectomie importante.
C'est rentré l'HAS, donc 94. L'HAS a commencé à y réfléchir en 2010. C'est rentré dans la nomenclature de la sécurité sociale en 2014. 20 ans pour une technique qui est universelle, moyennant quoi la France a pris un retard considérable, alors que j'étais un des premiers à le faire dans le monde, que la première fois qu'on s'est initié, on était 5 dans un... On pouvait être 5, on pouvait se réunir dans une cabine téléphonique, aujourd'hui dans tous les congrès et tout. C'est un exemple typique, et c'est pas une maladie exceptionnelle, on va dire « Ah, la génétique, c'est exceptionnel, c'est compliqué ». Là, c'est une maladie, c'est un truc courant, simple à évaluer. Et voilà, je peux vous donner d'autres exemples. Les greffes de visage et les greffes de main, aujourd'hui, c'est soumis à une loi pour un cas tous les 3 ans. Donc il y a une loi, une administration, une bureaucratie, un machin, le truc, l'ARS et tout. La dernière réunion pour nous donner l'autorisation à faire les greffes de main, il y avait des gens qui étaient en Zoom, il y avait 32 personnes, il y avait 4 médecins, les autres étaient tous des administratifs. D'autres questions dans la salle vos impôts, derrière, si vous pouvez passer le micro juste derrière. Ouais. Merci. Oui, bonjour. Un peu en continuité de ce que vous venez de dire, professeur Lantieri, je suis venu à cette Cité de la Réussite il y a, je pense, 7 ou 8 ans. Vous étiez là avec d'autres, je crois, le professeur Friedman et d'autres, et vous avez dit, si je ne me trompe pas, corrigez-moi, que la découverte... C'est ce que je dis il y a 8 ans, je crains, parce que si c'est un tweet que j'ai lancé il y a 8 ans... Non, ne vous inquiétez pas. Que le pas extraordinaire que vous avez fait, vous, au niveau du visage, que Friedman avait fait sur les bébés éprouvettes, il y avait 2 autres médecins dans d'autres domaines que j'ai oubliés, il disait on ne pourrait plus le faire aujourd'hui parce qu'on a pris des risques, parce qu'on croyait à ce chemin qu'on voulait suivre, nous médecins avec notre équipe. Et aujourd'hui, on a 3 agences, je crois, je ne sais plus lesquelles, vous allez nous dire, qui nous contrôlent tellement que ces inventions qu'on a faites ne seraient plus possibles aujourd'hui. Qu'en est-il ? C'est devenu extrêmement difficile. C'est pas que c'est impossible, c'est extrêmement difficile. Surtout, on ne sait plus à qui s'adresser. C'est vraiment ça le problème. C'est-à-dire que quand on a un projet comme ça, on ne sait plus à qui s'adresser. Et ça prend effectivement un essai clinique, même sur un truc simple. Ça prend un truc et puis on vous demande de remplir des dossiers, etc. Enfin, c'est kafkaïen. C'est effectivement kafkaïen. Avec l'argent, on ne sait pas où il est. On va sur les trucs. Enfin voilà. Et tout le monde pense faire bien. Au moment du Covid. On a eu quelques idées. Moi, on voulait faire un essai clinique qui s'est planté, c'est pas grave, machin. Et puis, à un moment, on a fait une réunion. J'écoutais déjà la réunion. Et tout le monde écoute. Et donc, le Covid, il y avait quand même des choses assez simples, machin. Alors, on a eu l'autre à Marseille qui a parlé avec ses machins en disant que c'est un truc, et tout le monde l'a écouté. Tout ce qui était sous Twitter. C'est comme ça, pour ça qu'on l'a écouté. Sinon, non. Et quand il y avait les scientifiques qui essayaient de parler entre eux, ça durait, et on n'écoutait pas un certain nombre de choses qui étaient un peu intéressantes. Et on mettait au même niveau celui qui vous présentait un projet. On pourrait faire de l'auriculothérapie parce que ça stimule le nerf vague et peut-être qu'on va avoir moins besoin d'intuber les patients. Et celui qui vous proposait un projet réellement de réanimation avec comment on va utiliser les ventilateurs. Et tout ça est basé parce qu'il n'y a aucune culture scientifique, sur la plupart des administratifs qui nous dirigent. Professeur Nissan. En France, on a un énorme défaut, c'est que tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Chez nos voisins américains, c'est l'inverse. Et donc, moi, je l'ai vécu il y a 2 méthodes de congélation des embryons et des ovules. Une méthode qui a des résultats médiocres et une méthode plus récente qui est apparue dans les années 2010, qui avait d'excellents résultats. On a mis 8 ans à avoir l'autorisation de congeler des embryons et des ovules par la bonne méthode. Et qui a décidé? Des gens qui n'étaient pas du tout biologistes, qui n'étaient pas du tout médecins. Mais ça a mis 8 ans pour qu'ils décident. C'était validé dans le monde entier et dans toute la littérature. Monsieur? Oui, il y a une limite à la médecine qu'on n'a pas encore évoquée, c'est le coût de la médecine. Aujourd'hui, le régime obligatoire souffre, les mutuelles souffrent également. Est-ce qu'il y a une limite de la part de la production intérieure brute à ne pas dépasser, et quel est votre avis là-dessus? Qui peut répondre? Il y a une limite, c'est pas une limite de la médecine, c'est une limite du remboursement des soins. C'est pas forcément la même chose. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la sécurité sociale est devenue un argument de vente de tous nos politiques. Et donc, vous avez une courbe. Vous avez des patients qui sont au bout, qui sont les risques extrêmes, les thérapies géniques, les cancers, etc. C'est ce qu'on appelle le risque de queue. Et c'est cela qu'il faut couvrir réellement par la sécurité nationale. Que votre nez soit de travers ou que votre ventre pend, ça n'a pas un grand intérêt. Pourtant, ce sont autant d'électeurs. Et donc, le problème des gens qui nous dirigent, c'est de ne pas savoir reporter réellement cet argent de la collectivité pour ce risque de queue, parce que c'est très peu d'électeurs,
Ils préfèrent garder quelque chose où on va donner un peu à tout le monde. Le Doliprane, on vous fait un truc sur le Doliprane, tout le monde s'en fout du Doliprane. Franchement, c'est fait n'importe où. En plus, c'est fait en Inde, c'est même pas fait en France. Et tout le monde peut se le payer. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Par contre, la thérapie génique, ça, c'est un vrai problème pour la sécurité nationale. Le cancer, la polytraumatologie. Mais les politiques ne veulent pas parce qu'ils vous parlent de la sécurité sociale comme ça. Donc, ce n'est pas un problème de PIB. Vous pouvez très bien le repousser et dire je vais choisir ce que je vais réellement prendre en charge. En 1945, quand on a établi la sécurité sociale, il y avait une légitimité à ce que les soins fussent gratuits. Aujourd'hui, nous sommes le seul pays au monde à promouvoir des soins gratuits. Et quand on est les seuls au monde, ce n'est pas que tous les autres sont des imbéciles. Je pense qu'on est arrivé à une époque où la gratuité des soins, les gens dépensent 100 € pour leur animal de compagnie, pas un seul centime pour leur santé. On est arrivé à un moment où cette gratuité ne peut plus être payée. Et aucun président de la République ne peut revenir en arrière là-dessus, sauf à perdre son poste tout de suite, parce que les Français y sont très attachés. Donc, comme on ne peut pas revenir en arrière sur la gratuité, on revient délibérément en arrière sur la qualité. Et vient le moment où ce service public qu'est la sécurité sociale devient une nuisance. Un autre exemple, vous savez que le Ségur de la santé a augmenté la rémunération des infirmières et d'un certain nombre de fonctionnaires dans les hôpitaux. On l'a imposé aux hôpitaux, mais sans compenser cette augmentation en termes budgétaires. Donc on leur a imposé de payer, et c'est justice, davantage, mais sans budgéter cette augmentation. De sorte que tous les hôpitaux publics sont au bord de la faillite. Donc, si les dépenses sont supérieures aux recettes, le système, comme dans une famille, ne peut plus tenir. Donc, on est condamné, sauf à ce qu'il y a un président courageux qui n'a plus rien à perdre, qui prenne des... Tu vois. Mais donc, notre service public va s'effondrer tout simplement parce que les recettes sont nettement inférieures aux dépenses. Donc, je me demande comment on va s'en sortir. Eh bien, ça sera un système à deux vitesses. Les petits malins ou ceux qui peuvent payer plus, évidemment, ils trouveront les moyens de payer, de payer dans le privé. Et ce qui est dramatique, c'est cette sécurité sociale, cette protection sociale frugale et solidaire qu'on a héritée de la résistance sera perdue corps et biens. Donc, je crois qu'il faut dire aux Français la vérité. Ça coûte de plus en plus cher de se soigner. Si on est cotisé en fonction de nos revenus, ça serait tellement, je pense que plus juste, et je pense que beaucoup de nos concitoyens sont prêts à l'accepter d'ailleurs. Ouais. On a le temps, je pense, pour une dernière question de la salle. J'ai encore une question. Je suis médecin généraliste. J'ai des compétences en psychiatrie et en pédiatrie, mais en tant que médecin généraliste travaillant dans un centre médical, j'ai absolument rien à voir avec vous hospitaliers. Excusez-moi, je suis toute petite, mais mais il y a quand même une grande souffrance. Il n'y a pas de petits médecins. Au niveau des médecins généralistes, donc ça vient rajouter à vos propos la qualité de la médecine. Quand on voit 60 patients par jour, c'est pas possible. C'est pas possible. Or, comme vous le dites très justement, il y a la gratuité de la sécurité sociale. Donc, quand on travaille dans des centres médicaux, on a tous ces patients qui effectivement ne payent pas, qui ont des exigences, mais d'une hauteur mais incroyable. Et nous, on essaye derrière de ramer, et on voit 50 à 60 patients par jour. Comment voulez-vous que la qualité ne s'en ressente pas? C'est pas possible. Donc moi, j'ai une solution, mais est-ce que c'est une solution qui est viable? Et j'en fais appel à tous mes confrères qui ont une voix. Moi, j'ai pas de voix, mais vous, potentiellement, vous en auriez une. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire qu'on ait, une rétribution forfaitaire? C'est-à-dire que sur une journée, on voit un certain nombre de patients, on est payé tant, mais on passe pas que 5 minutes par patient, c'est pas possible. Moi, je suis hyper stressée à chaque fois parce qu'il y a des patients qui nécessitent beaucoup de temps. Et on laisse passer plein de choses. Il y a tout l'aspect psychologique, il y a l'aspect juste diagnostic. C'est-à-dire qu'interroger un patient, ça prend du temps. Le palper, ça prend du temps. Quand vous avez 5 minutes, combien de mes confrères chantent cette partie-là? Et c'est, voilà, donc je vous laisse répondre. Est-ce qu'il y aurait des solutions?
Alors, qui veut répondre à cette question? Professeur Nissan. C'est ce que je disais, c'est qu'il y a un choix politique qui a été fait de la disponibilité des soins, quelle que soit leur qualité. Parce que les patients ont un peu de mal à discerner le soin médical qualitatif, mais ils n'ont pas de mal à discerner s'ils ont en bas de chez eux ou proche d'eux un service médical. Donc, on ne va pas améliorer cette situation. D'abord parce que, comme le disait Arnold, on va mettre du temps pour fabriquer les médecins. Et pendant 30 ans, l'alpha et l'oméga des énarques qui dirigent la santé, c'était moins il y a de médecins, moins on dépense. Ceux-là, ils sont partis à la retraite et on ne peut pas aller leur tirer les pieds. Mais ils ont gagné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande aux facultés de médecine de former à la chaîne des médecins. On est limité dans les possibilités de formation. Et bien entendu, pendant des années, on n'avait pas d'interne. Le numerus clausus était tombé à 3000, de 9000 à 3000. Aujourd'hui, il est revenu à 9-10 000. Donc, on fabrique aujourd'hui des médecins qui vont venir sur le marché d'ici 10 ans. Mais très clairement, on va passer par une période où la qualité va être délibérément et de manière choisie par les gouvernants détériorée. Alors un point aussi, c'est que les patients ne sont plus des patients, aujourd'hui c'est des usagers du service public. Nous on voit ça aujourd'hui, les patients arrivent et il y a le droit des usagers qui vous dit monsieur machin, un truc aux usagers, alors que ce sont des patients. Donc je crois qu'il y a effectivement un problème qui est politique, c'est de remettre que la santé, comme disait Arnold Munich, la prévention c'est extrêmement important, mais c'est pas très parlant auprès de celui qui va voter, parce que lui il veut avoir sa boîte de Doliprane gratuite, parce qu'il a son rhume, alors que la prévention c'est ça. C'est l'éducation, c'est de se laver les mains. Les gens ne se lavent plus les mains, n'aèrent pas. Enfin, des trucs comme ça. On a appris le Covid qu'il fallait ouvrir les fenêtres. C'est des trucs qu'on apprenait avant. Qu'il fallait laver les draps aussi. Enfin, des trucs qui sont assez simples. Mais même des gens qui s'SP+. Je voyais des copains qui étaient pendant le Covid, étaient dans leur lit comme ça. Je dis maintenant, ouvre la fenêtre, assieds-toi, tu respireras mieux. Et puis lave tes draps. Enfin, des choses qui sont simples qu'on a complètement oubliées. Et donc tous ces trucs d'éducation. Qui devraient être faits probablement à l'école, qui sont des préventions qui sont même pas, on demande aux médecins généralistes de faire de la prévention, c'est trop tard. Vous avez quelqu'un qui est obèse, qui fait 120 kilos, vous n'y arrivez plus, c'est plus la peine. L'éducation, la nourriture, etc., tout ça doit être fait. C'est une politique, mais le problème c'est qu'une politique, comme les politiques qui sont là pour le court terme, c'est un truc qui joue pour la lutte contre l'obésité, par exemple, qui a un énorme problème. Il faut voir l'exemple américain qui a 10 ans d'avance sur nous et qu'on prend juste derrière. Il y a 40 000 interventions de chirurgie bariatrique. Moi, quand j'étais interne, il y en avait 0. Donc, tout ça, c'est des points importants. Malheureusement, il n'y a pas de politique ici. Peut-être heureusement d'ailleurs, parce qu'on a vraiment discuté de choses intéressantes. Mais c'est un point important qu'il faut abandonner. N'oubliez pas, quand vous votez, peut-être celui qui vous dit la vérité sur comment on pourrait traiter le problème du système de santé. Merci beaucoup à tous les trois pour votre expertise et d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci aussi aux étudiants. Bravo à vous. Et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi.